Face à la déferlante judiciaire à laquelle doit faire face Reki Amadougou pour des faits de terrorisme et d'association de malfaiteurs, l'assignation de Nicéphore Soglo par les ayants droit du ministre Moudjaïdou et la récente mise en cause du président Yaïboni, le parti Les Démocrates crie à l'acharnement politique. Est-ce que cette ligne de défense va pouvoir tenir dans le temps? Ce sera le sujet principal de notre duel de ce dimanche 14 mars 2021. Ensuite, nous explorerons la sortie de l'ambassadeur des États-Unis quant au processus électoral en cours. Voilà, le duel de ce dimanche 14 mars, c'est parti. Pour une fois, il sera à ma droite. Diarra Soumanou, bonjour. Bonjour. Bonjour François Xavier, bonjour à tous. Là, il est toujours à ma gauche. On dirait qu'il aime bien cette place. Il aime bien être à gauche. Il aime bien à gauche. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Xavier. Voilà. Nous allons faire le débat autour de la position des démocrates qui sont sortis par la voix de Alassane Tigri récemment, qui, face à la mise en cause de Reki Amadougou à l'interpellation pour une affaire de terrorisme et d'association de malfaiteurs, l'assignation de Nicéphore Soglo par les ayants droit du ministre Moudjaïdou et la mise en cause récente du président Yahi par rapport, on va dire, à ses sorties dans le pays et dans la région de Saveh Tchaourou notamment. Le parti Les Démocrates indexe déjà les médias et crie à l'acharnement politique. Diarra Moussa, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que nous sommes dans un pays de liberté, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de démocratie, nous sommes dans un pays où chacun est libre vraiment de porter des opinions, où chacun est libre de ses déplacements, d'accord, de ses occupations, de ses allées et venir également. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse interdire à un citoyen lambda de pouvoir vaquer à ses occupations, de pouvoir se déplacer comme bon lui semble. Voyez-vous, ce n'est pas parce que c'est un ancien chef d'État qu'on va devoir voir dans ses déplacements des velléités, disons, de soulèvement ou autre. Donc, je pense que c'est un acharnement contre la personne du président Boni Yahi et les médias qui sont aujourd'hui malheureusement à la solde d'un pouvoir sont en train vraiment de faire ce que leur parti. Ce sont des accusations graves. De quels médias vous parlez? Enfin, pratiquement tous les médias. Tous les médias sont à la solde du... Pratiquement. Et donc, non, osons le dire, ok? Et donc, quand on lit aujourd'hui les titres, d'accord, quelqu'un qui ne s'exprime même pas publiquement, ok? Et on lui prête ses intentions, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément comme un acharnement, comme son parti. Oui. Sans vouloir vous arrêter, vous avez été dans une autre vie journaliste, mais c'est à supposer. Je déjà le suis toujours, vous êtes journaliste indépendant. Oui. Voilà, vous êtes. Vous pouvez considérer que les journaux qui ont titré sur Yaïboni ont certainement leurs sources. Quelle source? Quand vous lisez les articles en question, il y a rien qui puisse prêter en tout cas cette intention à Boni Yahi. La preuve, s'il y avait des preuves par exemple, il aurait pu être arrêté comme la présidente Reki Amadougou a été arrêtée. Il y a moins de police preuves judiciaire. Non, mais c'est ça. Nous pensons que ce sont les journaux ont leurs sources. Et forcément, les journaux, j'estime que les journaux ont moins de sources que la police, par exemple. Ouais. Voyez-vous? Et donc, s'il y a vraiment de preuves, on doit pouvoir l'interpeller, exhiber les preuves là pour que tout le peuple béninois puisse constater que voilà un citoyen qui est en train d'intenter donc à notre quiétude. Voilà. Est-ce que ce n'est pas trop simpliste de dire, comme Diarra Moussa, que les médias sont à la solde du pouvoir en place? Non, je crois que c'est assez simpliste comme vous le dites.
Et je crois qu'il faut qu'on soit honnête. Personne n'a interpellé le président Yahi Boni ou parlé de lui parce que il se déplace librement, parce qu'il s'exprime. Moi, j'ai cru avoir lu dans ces journaux que vous qualifiez d'être à la solde du pouvoir en tant que journaliste, malheureusement, puisque vous êtes de la corporation. Ça m'étonne que vous dites des choses. D'accord. D'une manière ou d'une autre, ce que moi j'ai cru lire dans certains journaux en ligne comme sur papier, c'est que le président Yahi Boni aurait dans des conclaves secrètes dans sa ville de Save et autres, tenu des propos très graves à la quiétude et à la sécurité de la population. Et ça disait quoi? Voilà, j'ai cru lire que le président Yahi Boni aurait réuni des imams et un certain nombre de sages en leur disant que ils doivent imiter l'exemple malien, que lorsque s'ils lisent bien leur Coran, qu'ils peuvent faire partie le président en exercice. Là, et quand un journaliste a ces informations et quand il écrit, est-ce qu'il est à la solde du pouvoir ou bien il est en train de bien exercer son rôle de journaliste pour prévenir les risques de conflit dans le pays? C'est ça la question. Il vaut mieux avoir le courage de dire que si les faits tels que décrits dans ces journaux sont vérifiés, que le président Yahi Boni est dans un mauvais rôle pour la République en tant que président ancien président de la République et en tant que simple citoyen. Vous savez, oui, mais demander à ce qu'on imite le Mali, je ne vois pas. Il y a quel exemple? Oui, c'est-à-dire l'exemple de l'imam Diko au Mali. Oui. C'est un imam qui a pu regrouper autour de lui plusieurs de ses compagnons. Attendez, ce que vous dites, c'est quoi? Vous, comme l'imam, comme au Mali, donc les imams doivent se mettre en groupe aussi. Non, je ne connais pas l'imam dont il parle. Non, Diko, vous avez eu les hommes de l'imam Diko qui il a fait quoi? Pouvait partir Ibeka au Mali. Non, mais ce n'est pas l'imam qui a fait partie, c'est les militaires. Non, ça c'est après le coup d'État. C'est les militaires, ce n'est pas l'imam. On va pas faire le débat qui est au pouvoir, c'est les militaires qui ont fait un coup d'État. Je ne vois pas, je ne vois même pas la recontextualisons. Au Mali. C'est un exemple qui ne ressemble aucunement à notre pays. Attendez. Le Mali a ses réalités qui sont tout autres. Il faut recontextualiser parce qu'il s'agit il faut recontextualiser. Au Mali, l'imam Diko, qu'on le veuille ou non, a été la caution morale pour que les militaires prennent le pouvoir. Il a assumé d'ailleurs. L'imam Diko, on va dire, a été l'instigateur. Non, il a dit plusieurs fois. Mais ce que je l'imam Diko a été l'instigateur du changement de pouvoir au Mali. Ça, c'est un fait. Même aujourd'hui, il s'en mord les doigts, mais il a fait. Il a été clair là-dessus. C'est lui qui a pris la tête de la fronde, qui a fait aux côtés d'autres partis politiques. Et donc, c'est les anciens présidents qui se sont réunis pour dire à l'imam Diko de procéder ainsi? Pas du tout, je ne vois même pas le lien. C'est pas ce qu'on dit, c'est que par rapport aux informations que ce journal a publiées, prendre que l'ex-président prenne un site, c'est une cohorte d'imams a fait la même chose que ce qui s'est passé au Mali. La question, c'est pas c'est pas cette question-là, il s'agit, c'est de la finalité de cette action qui pose problème. Mais il y a aucune ressemblance. Pour que les téléspectateurs comprennent un peu. Il y a aucune ressemblance. Quand vous prenez le Mali, par exemple, le Mali, c'est un pays qui a habitué des coups d'État. Ok, et donc ce n'est pas le cas du Bénin. Quand vous prenez le Mali, c'est un pays qui a 95% musulmans. Ce n'est pas le cas au Bénin. Donc quand on dit aux imams, ce n'est pas aux musulmans d'organiser des soulèvements pour chasser un pouvoir.
Non, c'est non, pour non, dire non. que Bon, c'est pour Monsieur dire Diarra qu'il n'y a a l'habitude aucune d'embrouiller les ressemblance. gens. Il n'y a Hein? aucune ressemblance Il y a une d'abord ressemblance. entre nos deux pays pour qu'on parle vraiment de pour qu'on demande aux imams de faire comme de prendre l'exemple de l'imam Mali, Diko. Je ne vois pas. Vous savez, je vais lui faire la ressemblance. En fait, aujourd'hui, on est dans une situation où j'ai l'impression que le parti, les démocrates, à l'entremise bien sûr du président Yahi Boni, pour manifester leur mécontentement, de dire qu'ils ont été exclus une fois encore des élections, sont en train de tout faire pour chercher un foyer de tension là où il faut démarrer. Et il semble que ça devient un peu difficile parce que les populations, à l'épreuve du temps, ont compris qu'il ne sert à rien de se faire enrôler dans cette tumulte-là parce que la finalité, tout le monde en connaît. Monsieur Diarra qui est là aujourd'hui, est-ce que vous pouvez exhumer le corps de la dame à Moussou et le faire revivre auprès de ses enfants? Celui qui a perdu le bras dans les émeutes du 1er et 2 mai, vous pouvez vous prendre votre bras pour le faire remplacer. Mais c'est ça. Donc les gens ont compris, même dans son savet en question, les gens ont compris que les politiques, lorsqu'ils font leurs accords et que c'est bien pour eux, ils n'appellent personne. Quand le président Yahi Boni et le président Talon, avant les événements de 2012, quand ils étaient intimement liés et que l'un pouvait financer la campagne de l'autre et que l'autre pouvait faire prospérer les affaires de l'autre, ceux qu'on a enrôlés dans les événements du 1er mai, 2 mai, là, ils étaient là. C'est quand il y a des accords entre les hommes politiques qu'on veut faire supporter cela par la population. Et donc, il me semble que dans les collines là, il y a la compréhension qui vient. Et donc, c'est le plus facile de susciter. Donc, on passe maintenant par des imams parce que on se dit, bon, regardez l'exemple du Mali, tout ça là, ne coûtez pas les gens parce que on prépare, comme M. Xavier l'a dit, on veut donner une caution morale pour certainement aller peut-être vers un cas malien. Non, mais c'est ça, ça. si réellement, comme il le dit, il y a une certaine compréhension, il y a une certaine prise de conscience des populations par rapport à ce qui se passe dans notre pays, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Et moi je dis une chose, la liberté d'opinion, la liberté donc de réunion, ce sont des valeurs démocratiques. Ce sont des valeurs que le peuple béninois s'est librement dans le respect donné. de la loi. Dans le respect de la loi, oui. Mais la loi ne dit aucunement de ne pas se réunir. La loi ne dit pas qui peuvent inciter à la violence. La loi ne dit pas de ne pas opiner sur une question donnée. Et quand il prenait le cas du Mali, je me dis, mais les imams, c'est des habitués des prêches, c'est des habitués des sermons. Je suis un musulman, donc nous sommes habitués à ces conseils-là, à ces sermons que les imams donnent sur l'actualité. Nous sommes habitués aux homélies dans les églises et les prêtres et les prélats ont l'habitude vraiment d'opiner, de donner leurs opinions sur ce qui se passe dans le pays. La conférence épiscopale du Bénin réagit régulièrement sur des situations qui se passent. Donc, ce n'est pas parce qu'ils organisent des réunions, ou des rencontres qu'on doit leur prêter des intentions. Voyez-vous, Boni Yahi, c'est un sage, je pense. Voyez-vous, et donc il n'a aucunement intérêt à faire soulever les populations pour, disons, mettre en cause l'ordre constitutionnel dans notre pays. Voyez-vous, donc c'est ce que moi. Laissez-le finir. Non, mais nous laissez-le finir. Vous aurez votre temps. Vous l'avez entendu une fois demander aux populations de se soulever contre un pouvoir. Oui. Quand? Je vais vous donner l'exemple. Oui, moi, le président Yahi Boni a écrit sur sa page Facebook pour dire que le pouvoir du président qui est là finit à minuit
le 5 avril à minuit. Non, mais tous les constitutionnalistes le disent. Non, sauf la Cour constitutionnelle. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Le professeur Joseph, pardon. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Joël Aïvo, il a dit. Il n'est pas la Cour constitutionnelle. C'est pas un conseil politique. Nous prenons on ne s'entend plus. De la Cour constitutionnelle. On ne s'entend plus. Rappelez-moi son nom. Tous les constitutionnalistes sont unanimes là-dessus. Que le chef de l'État finit son mandat le 5 avril 2021 à 0 heure. Oui. Ils le disent tous. Presque tous les partis politiques, en tout cas de l'opposition, le disent également. Donc, moi, je ne pense pas que le dire sur sa page Facebook veut dire aux populations d'organiser des soulèvements. Vous trouvez normal, laissez-moi finir, vous trouvez normal qu'un ancien chef d'État qui a exercé ses fonctions aille à l'encontre de ce que la Cour constitutionnelle du pays qu'il a dirigé disent, que les constitutions le disent, c'est leur opinion. Mais la seule instance, c'est ma question, la seule instance dans notre pays à être habilitée à se prononcer sur ces questions, c'est déjà prononcé. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce pas ce que la question sous-jacente, est-ce pas dangereux pour une personnalité sage dont vous parlez, qui a de l'influence, qui a un certain charisme, qui a exercé le pouvoir pendant 10 ans, d'inciter les gens à aller contre la décision de la Cour constitutionnelle? Vous voyez, la question qui se pose, d'accord, c'est une question de légitimité. C'est une question de légitimité. Oui. Voyez-vous, tous les citoyens sont unanimes là-dessus. Oui. Je ne peux pas t'accorder, ok, un mandat de 5 ans, ok, et que en cours de chemin, d'autres personnes, ok, soit-ils des mandataires du peuple, prennent d'autres décisions au-delà de ce que le peuple même a confié comme mandat au chef de l'État, Patrice Talon. Et donc, tous les citoyens sont à même de le dire. Moi-même, je le pense. Ok. Donc, si nous avons voté pour Patrice Talon, si nous sommes allés aux urnes pour lui confier un mandat de 5 ans, d'accord, il ne revient pas à d'autres personnes de lui faire un ajournement ou de lui augmenter 1 jour, 2 jours ou fut-il 45 jours sur son mandat. Donc tout le monde le dit. Ce n'est pas parce que c'est un ancien chef de l'État on doit avoir en cela des velléités de soulèvement, pas du tout. Donc pour vous, on ne doit pas respecter, les citoyens ne doivent pas respecter ce que la Cour constitutionnelle dit. Non, mais c'est au chef de l'État de dire que le peuple béninois m'a confié un mandat de 5 ans. C'est tout. Vous parlez de posture républicaine tout à l'heure, des institutions de la République. Donc je demande, ma question est simple, donc les gens ne doivent pas respecter ce que le garant de l'ordre constitutionnel chez nous, en République du Bénin jusqu'à nouvel ordre dit. Non, mais le premier garant de l'ordre constitutionnel, c'est le peuple béninois. C'est le peuple béninois qui a confié un mandat de 5 ans à Patrice Talon. Et donc, il doit pouvoir dire, le peuple m'a confié ce mandat de 5 ans là, point à la ligne. Oui, donc vous ne répondez pas à ma question. Donc j'ai répondu à votre question. Décision de la Cour constitutionnelle... Si vous m'accordez sur ce plateau 45 minutes de débat, ok, il ne revient pas aux téléspectateurs, même s'ils sont intéressés par ce que je suis en train de dire, ah, mais François Xavier, donnez-lui 5 minutes en plus. Pas du tout. Oui, à la différence des téléspectateurs, c'est que les téléspectateurs ne me lisent pas. C'est différent. Puisqu'on est en démocratie représentative. Non, mais vous faites votre émission pour eux. C'est pas eu de mandat des téléspectateurs. S'il n'y a pas de téléspectateurs, votre émission n'aura aucun sens. Réagissez, allez-y. Bon, je crois que M. Diarra a l'habitude, malgré qu'il est en face des réalités, de toujours contourner. Maintenant, nous allons faire un exercice. Non, mais vous-même, vous avez voté pour Patrice Talon. Je viens. Nous allons. Je vais en arriver. Je vais en arriver là. Vous avez eu on doit s'en tenir à ça. Non, je vais en arriver là. Allez-y. Mais avant d'en arriver là, je vais tout à l'heure quand vous allez faire un exercice. Puisque vous avez dit que le président Yahi Boni n'est pas là pour la remise en cause de l'ordre constitutionnel. Je ne pense pas. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel. Parce que ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle, c'est faire partie de la remise en cause de l'ordre constitutionnel. Maintenant, de façon concrète, vous allez avoir le courage de dire aux populations, lorsque le mandat du président Patrice Talon finit le 5 avril à minuit, et que les élections sont prévues pour le 11 avril,
quels sont les mécanismes prévus par l'ordre constitutionnel dont vous parlez là, qui peut faire prêter serment le 6 avril à un autre président comme le président Yahya Boni l'a décrit sur sa page Facebook là. Vous allez me donner les procédures qui sont prévues par l'ordre constitutionnel dont vous parlez là. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Non, mais vous avez dit là qu'on doit respecter l'ordre constitutionnel. Non. Ce que je sais. Quelqu'un d'autre va prêter serment le 6 avril, se fondant sur quelle disposition légale du pays? C'est ça le problème. Pas forcément, mais je dis... mais c'est ce qu'il a écrit, non? En tant que citoyen, c'est ce qu'il a écrit. Il faudrait, attendez un instant, il faudrait qu'on revienne. On parle des démocrates. Pour compléter, avant que vous ne réagissiez, est-ce que, par rapport à cette question, parce que le point que vous avez soulevé est intéressant, mais les démocrates, en se portant candidat aux élections présidentielles, se sont bien portés candidats pour les élections du 11 avril. Donc si on est dans une logique de, comme ils le disent, du 6 avril, pourquoi malgré tout ça ils se sont portés candidats pour une élection le 11 avril en disant en même temps aux populations que non, le 5 avril le mandat du président s'arrête? Non, mais pourquoi vous me posez des questions sur les démocrates? Je ne suis pas membre du parti des démocrates. Moi, je suis un citoyen qui opine sur une question d'actualité. Oui, moi, je ne peux pas dire ce que les démocrates pensent. Posez-leur la question, ils ont des porte-parole que vous invitez souvent ici, ou invitez-les. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que on n'est pas forcément obligé d'avoir, je pense, tous les peuples ont la capacité de pouvoir trouver des mécanismes pour sortir des situations qui se présentent à eux. Ok, donc c'est aux constitutionnalistes, c'est aux politiciens, aux hommes politiques de pouvoir se réunir, de se parler et de trouver les mécanismes. C'est possible. Bon, lorsque le mandat, d'habitude, lorsque le mandat finit le 5 avril à minuit, là, avant de prêter serment le 6 avril à 9h, 11h, midi, par là, qui est président depuis minuit là, jusqu'à 11h là, quand on va à Port-Nouveau là, qui est président? Puisqu'on s'entend sur le principe. Ah donc vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que c'est possible qu'il y ait un temps où il n'y a aucun président? Mais c'est ça, je vous demande, je dis, donc entre le 5 avril et entre le 6 avril et le 11 avril, c'est pareil. Je fais votre raisonnement. C'est le président en exercice là, quand bien même que ce n'est pas écrit, qui tient les rênes jusqu'à la prestation de serment. Et c'est pourquoi la révision actuelle a réglé la question en disant que le mandat de l'autre prend fin à l'entrée en fonction du second président. Que c'est ce que le peuple béninois a dit? Non, mais c'est le peuple béninois qui a dit ça. Le peuple béninois, qu'est-ce que vous appelez le peuple béninois? Nous sommes dans le peuple béninois, c'est le peuple souverain, le peuple là même qui a confié le mandat de 5 ans à Patrice Talon. Nous sommes dans une démocratie représentative. Et comme tel, le peuple exerce sa souveraineté à travers le référendum ou par ses représentants élus. Et donc, lorsque l'Assemblée nationale procède à une révision constitutionnelle en respectant les procédures... L'Assemblée nationale, de mon point de vue, n'est pas habilitée à le faire. Je pense. Mais ça veut dire que vous ne lisez pas la Constitution. Non, mais ce que nous disons, l'Assemblée nationale n'est pas au-dessus du peuple. Vraiment, mais le débat est trop bas. Non, mais il faut qu'on soit sincère. Est-ce que ce que je dis... Vous avez lu les articles 154, 155, 156 de la Constitution. Monsieur Adoukono. Nous avons un titre 11 qui consacre la révision de la Constitution. Et qui dit, pour réviser la Constitution, il faut d'abord la prise en compte par les 3/4 des députés composant l'Assemblée nationale. Et que lorsqu'on a 4/5 qui disent oui, que le projet passe sans référendum. Dans le cas contraire, on va au référendum et on me dit que l'Assemblée nationale n'est pas concernée par la révision. 4/5 par rapport à quoi? Par rapport aux membres de l'Assemblée nationale. Ce que nous sommes en train de dire, nous parlons du mandat, que le peuple béninois a confié à son président. Oui, par l'intermédiaire de... Je vais vous expliquer parce qu'on ne s'entend plus. Par l'intermédiaire de ses représentants. Laissez-le. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui avait confié le mandat au président Patrice Talon. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord. C'est le peuple béninois qui lui a confié un mandat. Ok? Un mandat qui a une durée. Et donc, si ce mandat arrive à expiration, il revient au président de la République d'aller voir au peuple là pour
lui fait un ajournement. J'accepte, j'aurais accepté. Oui. Si c'était par exemple le peuple béninois qui, à travers un référendum, a accordé une durée supplémentaire au chef de l'État, on aurait pu le comprendre. D'accord. Mais il ne revient pas à une assemblée de le faire. Oui, on va pas. C'est ce que je dis est simple. Oui, attendez. On va pas s'attarder sur un débat de la Constitution de l'Assemblée nationale. Mais il y a une question factuelle qui se pose. D'habitude, quand on enlève ce cas, d'habitude, comme il le disait tout à l'heure, d'habitude, parce que c'est du concret. Quand un président en exercice, c'est-à-dire, prenons 2015, le président Yahya Boni, on est allé aux élections. Entre les élections, c'est-à-dire même si ça prend 24, même une heure de plus, c'est une heure de plus, entre les élections, la proclamation des résultats et la prestation de serment, il n'y a pas vacances de pouvoir. Le président Yahya Boni exerce, est toujours chef des armées, ainsi de suite, même si son successeur devait prendre le pouvoir. Est-ce qu'on est d'accord? Ou à moins qu'on ne fait pas la même lecture. Entre le président sortant et le président, le laps de temps qui se passe depuis 90, entre la fin des élections, la proclamation des résultats et la prestation de serment du nouveau président, le président sortant est toujours, même si on ne le dit pas, le président est toujours en exercice. Ou à moins qu'il y ait vacances de pouvoir pendant ce temps. Si je comprends bien votre question, vous cherchez à savoir qui prendra le pouvoir entre le 6 avril et le 11 avril. Oui, qui a toujours pris le pouvoir. Non, laissons. Entre le 5 avril minuit. C'est moi qui pose, c'est moi qui. Monsieur Aroukonou, je vais vous couper le micro, c'est moi qui pose la question. D'accord. Laissons le cas actuel. D'habitude, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'on a l'habitude d'être en vacances de pouvoir ou bien quelqu'un a toujours dirigé? Entre les 24 heures là, qui dirige? 24 heures? Oui, qui dirige? Non, mais celui qui dirige, c'est le président. Bon, maintenant, quel problème vous posez? C'est parce que c'est 45 jours, 45 jours au lieu de 24 heures, c'est ça? Le problème que je pose, c'est le problème de légitimité d'un mandat, que le peuple béninois a confié à quelqu'un. Et je dis, par rapport à cela, il ne revient pas à ceux qui n'ont pas confié ce mandat-là d'aller faire une modification. Et de faire d'offrir un temps supplémentaire. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Oui, mais la question que je pose, c'est qu'il y a toujours eu un temps supplémentaire. De fait, il n'y a pas de temps supplémentaire. Il y a toujours un pas du tout. Entre la vacance en 2015, entre la proclamation de la Cour constitutionnelle et la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle et la prestation de serment du président Talon, il y a eu une période supplémentaire, ne serait-ce que 24 heures. Donc il y a toujours eu un temps supplémentaire. Non, mais dans la Constitution, c'est dire que son mandat arrive à expiration quand? Oui. Vous l'avez dit. Non, mais vous l'avez dit. Le 5 avril à minuit. Donc entre le 5 et le 6, il y a forcément quelqu'un qui gouverne. Et ça c'est resté pour le président, le cas du président Kérékou lui-même, pour le cas du président Yahya Boni lui-même. Donc, de fait, il y a toujours une période supplémentaire sans que le peuple n'ait à se prononcer là-dessus. Ce n'est pas une période supplémentaire. Elle est supplémentaire. Le supplément, c'est où? C'est les 24 heures. Non, pas du tout. Ce n'est pas un supplément. Ah, d'accord, ok. Non, je ne pense pas que ce soit un supplément. Si c'était un supplément, vous voulez comparer cette durée par rapport aux 45 jours. Si c'était un supplément... Oui, c'est pourquoi, c'est la question que je vous posais. Non, si c'était réellement un supplément, les députés ne seront pas obligés de mentionner cela dans leur nouvelle... Enfin, dans une loi. La preuve, ce temps dont vous parlez de quelques heures, ça n'a jamais été mentionné quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a jamais été mentionné. Alors, si c'est le cas, pourquoi les députés se sentent obligés d'aller faire une loi pour mentionner que 45 jours, on offre 45 jours au président? Non. Non, pour les deux ne sont pas... recontextualiser, les 45 jours sont là. Les députés ne se sont jamais rassemblés. Si. Attendez, les députés... Il y a une loi. Il faut qu'on passe à autre chose. Les députés ne se sont... Pour que les téléspectateurs, on soit sur la même longueur d'onde que les téléspectateurs, les députés ne se sont pas rassemblés pour offrir 45 jours au président de la République. C'est sur la question des élections générales que ce glissement a eu lieu. C'est pour préciser exactement le contexte. Maintenant, revenons à notre thème. Affaire Madougou, Yahya Boni, l'assignation du président Soglo. Est-ce que cette ligne de défense-là qui consiste à parler d'acharnement politique est justifiée? Ça peut se tenir d'après vous?
C'est ça, c'est la Non, question mais de notre débat. je l'ai dit, Oui. je l'ai dit. C'est un acharnement et c'est les journaux à la solde du pouvoir qui le font. Et je ne traduis aucun secret. Le parti, les démocrates, l'a même évoqué. Oui. Ok. Ils disent que ce sont quand même des affidés du pouvoir qui sont en train de brandir donc c'est soi-disant preuve que M. Adoukonou a évoqué tantôt, soi-disant que lorsque un chef d'État, fut-il ancien, se réunit et demande et émet des opinions, ça veut dire qu'il est en train donc d'inciter à la haine, d'inciter à la violence. Je ne vois pas cela de cette façon. Et pour l'assignation du président Soglo par les enfants du ministre Moundiaïdou? Voilà aussi une autre aberration. Oui. Ok. Lorsque j'apporte un ouvrage, donc si j'apportais l'ouvrage, par exemple, je ne suis pas un héros, c'est un ouvrage public qui est sorti, que moi j'ai lu. Ok. Donc si j'apportais cet ouvrage-là sur ce plateau et que j'ouvre une page, que je me mets à lire la page, ça veut dire que c'est une diffamation. Non, la question pas du tout. Non, la question, après je vous donne la parole, la question qui se pose là, en tant que journaliste et observateur, c'est pas nous ne prononçons pas sur ce qui est dit ou pas. Oui. Est-ce que les enfants d'un tel, M. Moundiaïdou, qui a été interpellé, ont le droit d'assigner le président Soglo parce qu'eux, ils considèrent que c'est de la diffamation à leur endroit? Non, mais eux, ils n'ont pas lu le livre. Non, ces enfants, ils n'ont pas lu le livre. Ils peuvent lire le livre. Est-ce qu'ils ont le droit? La question n'est pas de savoir. Est-ce qu'ils ont le droit d'assigner le président Soglo en justice parce qu'ils considèrent qu'il a attenté à leur honneur? Est-ce qu'ils ont le droit? La question, c'est de savoir, est-ce que j'ai le droit de porter, comment je veux dire, de porter plainte contre quelqu'un qui lit un livre de façon publique? Est-ce que j'ai le droit de porter plainte? Oui, contre quelqu'un qui prend un ouvrage, d'accord, dans lequel il est mentionné des informations et que je lis cet ouvrage-là de façon publique. Oui, mais dans notre loi, il n'y a pas de restriction pour porter plainte. Quitte maintenant au juge de juger l'opportunité ou pas. La question que je me pose, ce n'est pas le juge. Moi, je pose la question aux enfants. Eux, ils ont lu le livre ou pas? S'ils n'ont pas lu le livre, ils peuvent chercher le livre et lire. Nicéphore Soglo n'a fait que lire, d'accord, des pages du livre, d'accord. Je ne suis pas un héros de façon publique, c'est tout. Il n'a rien fait de mal. D'accord. Ok. C'est comme si je pouvais apporter cet ouvrage-là et me mettre à lire pour les téléspectateurs. Et je pense que vous, les journalistes, donc, vous devez pouvoir permettre, d'accord, aux populations béninoises de prendre connaissance vraiment de cet ouvrage-là, qui n'est plus en librairie. C'est ça le problème. Si tout le monde avait pu avoir les informations contenues dans cet ouvrage, je pense que ces enfants n'auront même pas besoin d'aller porter plainte. Vous êtes certain que le président Soglo ne s'est astreint qu'à lire l'ouvrage? Oui, il a lu. Vous avez suivi la conférence de presse, non? J'ai suivi. Voilà, donc je nous avons tous suivi. Je ne sais pas si mon ami a suivi. Par rapport au ministre Moundiaïdou, je n'ai pas l'impression qu'il a juste cité Bon, je ne suis pas à la place des enfants, je vais pas... Et je suis de ceux qui pensent même que il a dit pire sur le chef de l'État que Moundiaïdou. Pour avoir suivi vraiment cette conférence de presse. Ok? Donc si le chef de l'État n'a pas... ne déniez pas le droit, malgré tout ce que vous avez dit, vous ne déniez pas le droit aux enfants Moundiaïdou. Non, pas du tout. C'est leur droit. Donc, mais je dis... Non, mais les enfants Moundiaïdou ne s'acharnent pas. Ils ne peuvent pas s'acharner contre Nicéphore Soglo. Mais je les invite plutôt à lire le livre. Ok. Si cette même question. Vraiment, mon ami d'en face, il a apporté un ouvrage sur ce plateau. Il aurait pu nous apporter. Je ne suis pas un héros. Là, on aurait pu voir clair. Je reprends la main par le fait qu'il a fini par accepter qu'il ne dénie pas le droit aux enfants de Moundiaïdou de porter plainte. Mais je leur conseille juste de lire l'ouvrage. C'est-à-dire, bon, donc laissez la justice faire son travail, puisque personne n'a refusé à la justice de faire son travail. Nous n'avons pas lu la plainte. Est-ce que dans la plainte, on vous a dit que c'est parce que Soglo a lu un document que ce n'est que rien pour ça? Non, ils ont parlé de diffamation. Oui, donc qu'est-ce qu'ils ont mis dans ça comme diffamation? Vous ne savez pas. Donc laissez le juge aller au bout de son travail. Vous savez que le président Soglo est une grande personnalité. Bien sûr. Et son opinion porte. Un sage aussi, ou il n'est pas sage comme apparemment, aucun de nos chefs d'État, aucun de nos anciens chefs d'État n'est sage pour vous. Non, mais tel qu'il se comporte aujourd'hui, moi je les classe beaucoup plus dans
les hommes politiques de l'opposition que des anciens présidents. Ils ne sont donc pas ils ne dans, sont pas sages, non, selon vous. ils ne sont pas dans le rôle. Ils ne sont pas sages. Pour moi, Yahi Non, mais Boni c'est- et le c'est- président c'est Soglo, regrettable, franchement. aujourd'hui, Laissez ne le sont finir. pas dans le Laissez-le rôle d'anciens présidents de la République. Ils sont dans le rôle de leader de l'opposition. C'est comme ça, moi, je le prends. Parce qu'un ancien président de la République doit pouvoir quand même avoir de la retenue. Doit pouvoir quand même... C'est-à-dire dans être silencieux. non, Ce que vous voulez dire. tous les propos qu'ils doivent faire sortir doivent concourir à la paix nationale. C'est ça la question. Mais quand on commence par déchanter, moi je dis qu'ils sont considérés comme des hommes politiques, des leaders de l'opposition. C'est ça la question. Et c'est ce que Maintenant, vous répondez n'aimez pas. pas. Et c'est ce que Bon, vous- c'est ce qui maintenant, vous gêne, en question. fait. par rapport à la question de Madougou, ne mélangeons pas les choses. Hein, parce que le procureur spécial de la Criette a fait une sortie et a dit, en étant on ne peut plus clair, ce qui a fait qu'on a arrêté Madougou. Et c'est quoi? Et il n'a jamais été dit que c'est parce qu'elle tient telle opinion politique, elle dit telle chose, qu'on l'a arrêtée. Son nom a été cité dans une enquête préliminaire de procédure pénale et on a estimé que tels que les faits sont graves parce qu'on demande de porter atteinte à la vie de deux grands hommes politiques du septentrion, pour être plus précis, de Parakou, et que son nom a été cité parce que étant celle qui aurait financé cela. Et Vous-même, vous Laissez- n'avez pas non, honte. attendez. Vous n'avez pas Non. honte de Et dire ça. pour que Non, n'avez pas pour honte que- de dire j'en viens. Attendez. J'en viens. Comprenons-nous. J'en Comprenons-nous. Vous avez- C'est il a laissé non. suffisamment. Il faut que je cadre le débat. Oui. On n'est pas là pour se prononcer sur le fond d'une affaire le fond d'une judiciaire. affaire. Non. D'accord, entendons-nous. On n'est C'est pas là pour clair. faire le débat là-dessus. Pourquoi moi je l'ai dit? Voilà. Vous savez, peut-être que M. Diarra, je ne sais pas quelle formation vous avez reçue, mais en tant que journaliste, C'est un éminent journaliste. vous devez être Je n'ai reçu multidimensionnel. aucune formation. Vous devez être multidimensionnel. Je vous apprends que dans la procédure pénale, il y a des principes généraux. Et l'un des principes les plus importants, c'est la séparation des autorités de l'action publique des autorités de jugement. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans la procédure pénale, il y a la phase, lorsque nous ne sommes pas dans un cas de flagrance, il y a la phase de l'enquête préliminaire qui se fait au niveau du parquet, dirigé par le procureur. Dans cette phase, il n'y a jamais de condamnation. Donc, lorsque là où Madougou est, elle est présumée Innocente. coupable. Elle jouit de la présomption D'innocence. d'innocence Oui, pas de... jusqu'à ce que, au tribunal, sa culpabilité soit établie. Le fait qu'elle soit mise en détention par le juge des détentions et des libertés est une procédure prévue par le code de procédure pénale, parce que pourquoi on maintient les gens en détention provisoire? Je vais vous donner les raisons. En vous lisant l'article 58 de la loi numéro 2012-15. Très rapidement. Voilà. On met les gens en détention provisoire. 1. Pour permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République au fin de mettre ce magistrat en mesure d'apprécier la suite à donner à l'enquête. Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels. Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou victimes ainsi que sur leur famille. Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être des co-auteurs ou complices. Et pour finir, garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser l'infraction. Donc c'est ça. Quand le juge, au regard de l'importance des faits qui lui sont reprochés, voit que il faudrait qu'elle soit quelque part pour ne pas empêcher la manifestation de la vérité, on peut la mettre sous mandat de dépôt. Donc là où elle n'est pas coupable. Demain, on peut aller au tribunal et si les faits qui lui sont reprochés
ne sont pas avérées, ben elle retourne chez elle. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on fait le débat pour dire que c'est de l'acharnement. On va faire le lien rapidement. Non, on va faire le lien. Je vous ai terminé en disant que... Vous lisez tout ça. Je vous ai terminé en disant que... Vous aurez le temps de répondre. Je voulais terminer en disant que, en principe, nous devons être très contents et remercier le procureur et ceux qui ont vraiment fait ces enquêtes, parce que si cela avait été fait, par exemple, avant le 1er mai, 2 mai, et qu'on était averti de ce qui devait arriver, peut-être que la dame Amoussou serait vivante aujourd'hui. Celui qui a perdu son bras ne serait pas là. Okay, donc, prévenir cette situation, mais ce n'est qu'une bonne chose pour la nation. À moins que vous ne voulez vous ranger dans le pays des terroristes. Diarra Soumanou, on va faire le lien de cette question. Je ne dis pas cette question avec la sortie de l'ambassadeur des États, l'ambassadrice, pour des questions d'équité. Attendez, non, vous avez c'est la même question. Oui, non, c'est la même question qui disait. Oui, qui disait que de toute façon, il faut faire confiance à la justice et que, voilà, appelle les populations à la retenue, ainsi de suite. Cette affaire précisément, qu'il faut faire confiance à la justice de notre pays et que de toute façon, en tant qu'institution, corps diplomatique, ils observent. Donc, est-ce que, par rapport à cette affaire, parce qu'encore une fois, on n'est pas juge pour rentrer dans le fond même de l'affaire judiciaire, par principe journalistique, mais est-ce que la meilleure posture par rapport à ce qui a été dit, cette histoire, ce n'est pas simplement de laisser la justice travailler? Non, je suis de ceux qui pensent que lorsque les affidés du pouvoir veulent soutenir leur position, ils parlent de laisser la justice faire son travail. Vous savez, nous n'avons pas... Ce que je regrette, c'est qu'on puisse défendre, d'accord, une position à laquelle on ne croit pas intérieurement. Ok. Politiquement, Madame Madougou, c'est un cadre, d'accord. C'est un cadre béninoise, ok. Et réellement, lorsqu'on accuse quelqu'un, il faut voir réellement les antécédents de cette personne-là. Il faut voir les antécédents. Entre 2016 et 2021, nous avons connu des événements dans le pays. Nous avons connu des marches de protestation. Nous avons connu des violences. Et c'est une dame qui, entre cette période, n'a réellement jamais réagi. Ok? Les cinq dernières années, elle a décidé de mettre son expertise réellement à la disposition de plusieurs pays de la sous-région, ok, pour permettre au gouvernement de ces pays-là d'offrir réellement des bonnes conditions de travail et de vie aux jeunes, aux femmes et autres. Et réellement, elle s'est tenue à l'écart de ces violences, de ces soulèvements qu'on a connus réellement dans le pays. Beaucoup de membres de l'opposition lui reprochent cela même, pour être resté très longtemps à l'écart et d'attendre réellement 2021 pour venir candidater. Et réellement, c'est une dame qui a mis à profit cette période-là pour pouvoir se former, ok, pour pouvoir vraiment se préparer à la fonction présidentielle, je le pense. Oui. Où est-ce parce que, oui, laissez-moi finir. Oui. Je suis en train d'analyser sur le plan politique, ok, son arrestation. Et réellement, elle a été dans les grandes écoles comme Harvard University par exemple, et réellement elle n'a jamais demandé au peuple béninois de se soulever contre un pouvoir établi constitutionnellement. Sur le plan juridique, réellement, lorsque nous suivons par exemple la conférence de presse du procureur spécial, même les imams ont déploré cela. Tous les citoyens, c'est-à-dire qu'on arrête quelqu'un sans preuve valable. Réellement, parce que la dame, il a été dit que Madame Madougou, le supposé colonel, le colonel en question, là on a de rentrer dans l'affaire. Il a été dit qu'elle n'a jamais rencontré cette personne. Ok? Jamais rencontré, jamais connu. Et que l'intéressé même l'a dit. Donc, on l'arrête sur quoi? Sur quel motif? Quand nous prenons la dame humainement, un terroriste ne peut pas avoir, franchement,
une vie, une liberté comme elle. C'est une dame qui n'a même pas de garde du corps. Quand vous la voyez circuler, elle n'a même pas de garde du corps. Non, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'éléments pour la défense. Non, donc il faut garder ça. Non, s'il vous plaît. Je suis en train de dire que... De toute façon, comme on l'a dit, de toute façon... Quand on parle de terrorisme, il faut avoir des antécédents, il faut avoir vraiment... C'est-à-dire, quand on parle de terrorisme, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à cacher. Non, pas dans la considération. On n'est pas des spécialistes. Laissez-moi finir. Allez-y. Humainement, lorsque des gens comme elle, circulent sans garde du corps. Quand nous prenons même Aïvo, il a fait sa tournée avec des gardes du corps que nous avons tous vus dans les images. Quand elle va, Madame Madougou, à Porte-Novo ou autre, elle se déplace sans garde. Mais une terroriste ne peut pas se déplacer comme ça. Une terroriste ne peut pas avoir cette liberté-là, je veux dire, cette paix intérieure. Oui. Vous voyez, ce sont des gens qui toujours cherchent des choses à cacher. Oui. Et donc, réellement, si je dis que si réellement il y avait une accusation ou il y avait des preuves, sa maison a été perquisitionnée. Oui. Pourquoi le procureur ne nous dit pas ce qui a été trouvé dans cette maison? Ça, c'est pas à nous de décider. Pas du tout. Le procureur a son agenda, le procureur dira un moment où... Quel agenda? Le procureur... Souffrez que quand vous prenez le temps, d'accord, d'embrouiller les cartes, quand vous prenez le temps de ne pas montrer au peuple, d'accord, les preuves que vous avez en inculpant quelqu'un, vous devez pouvoir montrer ces preuves-là à la face de l'opinion. Ah, donc vous voulez et tout ce que le procureur a dit, tout ce que le procureur a dit, il faut qu'il le montre à la télé pour que les gens voient. Non, mais on parle de preuves. Le procureur travaille au nom du peuple béninois. Non, mais franchement, cette dame, tout le monde, tous les citoyens béninois sont unanimes là-dessus. Il s'agit de l'acharnement contre une personne qui est en train de déranger. Et de mon point de vue, d'accord, son seul problème, c'est d'exiger des élections inclusives. C'est d'exiger une participation de l'opposition à une élection. Et je pense que le pouvoir en place devrait pouvoir accorder, d'accord, cette faveur-là ou cette possibilité. Mais dans quel pays on doit pouvoir tempêter pour être candidat? Ce n'est pas possible. D'accord. Ok. Et donc, mon ami d'en face et tous leurs partisans doivent pouvoir faire en sorte que réellement nous puissions avoir des élections inclusives. Et je suis de ceux qui pensent que c'est toujours possible. Donc pour vous, la justice n'a pas à faire son travail tranquillement, c'est ça? La justice n'a pas été libre, de mon point de vue. Allez-y. Bon, moi vraiment, je suis déjà sur le plateau, je ne pouvais pas continuer. Allez-y, oui. Vraiment, il me semble que le débat est trop bas, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes à la phase du parquet. Donc tout ce que vous dites là, elle aura l'occasion, qu'elle connaît le colonel, qu'elle n'est pas impliquée, tout ça là au tribunal. Non, mais il y a eu confrontation, ça a été dit. Non, il y a eu confrontation. Nous ne sommes pas des juges. Il y a eu des éléments, on doit pouvoir nous informer. Nous ne sommes pas des juges et comme on veut juste empêcher quelqu'un de s'exprimer parce qu'on sait que ça vous avez votre temps de parole. Le procureur a son agenda. La justice a sa méthode de travail. Ce qui est sûr, Rekia Madougou n'est pas comme moi, vous et moi. Elle a les moyens de sa défense. Elle a les moyens de sa défense d'avoir des avocats de haut calibre. Donc, si vraiment elle n'est pas coupable, en aucun cas, elle ne pourra pas être condamnée. Donc, ayez foi. Même si vous ne devez pas avoir foi en justice, ayez foi quand même qu'elle a les moyens de sa défense. Donc, on est à la phase du parquet, elle n'est pas encore condamnée. On lui reproche des choses. Non. Mais vous refusez qu'on lui reproche des choses. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y aura même pas d'accusation. En fait, réellement, on veut l'empêcher, d'accord, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir réunir autant, de pouvoir fédérer autant de forces. C'est comme dans un match de football, d'accord. Lorsque votre équipe a un Messi, on dit aux autres adversaires de pouvoir faire en sorte que on le blesse pour être sorti, pour être éliminé. Bon, donc c'est la Messi, c'est ça qu'il s'agit. Si tel est le cas, moi j'ai honte à la place des partis démocrates. Si dans leur parti démocrate là,
c'est quelqu'un qui n'est même pas encore... Chaque parti est libre. Non, chaque parti est libre d'avoir ses éléments. Sans Madougou, Eric Grioté ne vaut rien. Nous à Tchad ne vaut rien. Même le président Yaïboni ne vaut rien. Nous n'allons pas... Oui, mais c'est ce que vous venez de démontrer. Un parti, c'est une stratégie. Okay. Parce que Madougou n'est plus là, il fait partie de la stratégie de l'opposition. La preuve, beaucoup ne l'attendaient pas. Beaucoup ne l'attendaient pas. Nous allons évoluer pour terminer ce Et donc c'est cette stratégie-là qui gêne sûrement le pouvoir. Nous allons évoluer pour clôturer ce débat. Donc je parlais de la sortie de l'ambassadrice des États-Unis. Bon, vous avez déjà donné votre position, vous n'êtes pas à peu près d'accord avec elle. Non, mais elle appelle au respect. Non, elle appelle à la justice. Vous savez, elle est sous influence aussi. Non, pas du tout. Okay, vous savez, la diplomatie a ses règles. Oui. Okay? Et les États-Unis font partie de ces pays-là qui réellement ont cet attachement à la démocratie, ont cet attachement à la justice. Okay? Dans leur pays, réellement, il y a une certaine indépendance de la justice. Il y a une certaine indépendance des différents acteurs qui concourent, d'accord, au vivre ensemble, qui concourent à l'état de droit. Et donc, eux, ils pensent que c'est toujours pareil dans nos pays. Oui. Ok. Et donc, en tant que diplomate, elle ne peut vraiment pas s'y mixer dans les questions de justice. Elle ne peut que tenir ces propos-là, dire que ils font confiance à la justice et qu'ils attendent que la justice fasse son travail. Alors que chez nous, ce n'est pas le cas. Vous voyez, d'accord. Vous et moi, nous savons. Elle se trompe. Donc, mon ami d'en face, il le sait. Donc, les États-Unis se trompent sur l'état de notre appareil judiciaire. Vous pensez vraiment que les États-Unis ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Ah, ok, d'accord. Allez-y. Moi, je crois que j'ai lu et après j'ai écouté la dame. Mais elle a dit quelque chose que vous avez oublié. Elle a dit qu'elle suit de près la procédure. C'est pas qu'elle fait seulement confiance. Elle a dit que les États-Unis suivent de près la procédure. C'est pour vous dire que Dame Madougou a toutes les garanties de sa défense. Vous avez vu, jusqu'à ce que les États-Unis suivent de près sa procédure. Ça veut dire que si vraiment elle n'en est pour rien, elle va s'en sortir. Mais moi je crois que quand bien même le procureur n'a pas parlé, mais quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'un chef d'État va descendre le 5 avril à minuit là, et les élections du 11 là, quelle différence il y a entre ça là et le terrorisme? Ce qu'on a dit là. Non, mais je le dis face à vous. Non, je le dis face à vous. Vous dites que c'est des gens qui sont suspects déjà. J'ai dit, non, c'est des gens qui sont suspects. Rien de suspect. Oui. Ce qu'ils disent. On va pas revenir sur. C'est de la logique. Il s'agit de la logique. On a déjà vidé. Il s'agit de la logique. Il s'agit d'une analyse. Je vous dis, si je vous dis que le mandat du chef de l'État finit le 5 avril, donc ça veut dire que je suis terroriste. Ça n'a rien à voir. Son mandat, nous sommes allés voter pour lui, d'accord, pour un mandat qui court de 6 avril 2016 au 5 avril 2021, on le dit, tout le monde le dit. Nous avons déjà abordé cette question. Juste 2 minutes. On a juste 2 minutes. On a déjà vidé cette question. Moi, je voudrais vous demander quelque chose d'important. Hier, c'était on célébrait l'anniversaire de la mort de Monseigneur Isidore de Souza. Donc, qu'est-ce que vous en avez retenu je ne sais pas, ça fait combien d'années, 22 ans, je pense. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette figure tutélaire de notre démocratie? Monseigneur Isidore de Souza, pour nous les jeunes, réellement, c'est un modèle. C'est une personne inspirante. C'est une personne dont, si nous parcourons vraiment la vie, nous avons des éléments vraiment de pouvoir nous inspirer, nous avons des éléments de pouvoir défendre tout ce qui est légitime, tout ce qui est légal, tout ce qui concourt à la vérité. Vous voyez, et donc je conseille à mon ami d'en face de pouvoir s'inspirer de cela, puisqu'il est chrétien. Et réellement, même nous les musulmans, nous pensons que vraiment c'est une personne qui a vécu, d'accord, sur le chemin vraiment de la vérité, sur le chemin vraiment de Dieu. Et je pense que tous ceux qui sont venus après lui en termes au sein de l'Église catholiques doivent pouvoir vraiment également s'inspirer de son combat, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur, d'accord, de sa vie, de dire la vérité aux hommes politiques qui nous gouvernent. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nos chefs religieux ont tendance à vraiment s'acoquiner. Nos chefs religieux ont tendance
à rester en retrait de la chose publique. Et je suis de ceux qui pensent que lorsque notre pays, n'est pas en paix, il ne peut pas avoir de culte. Si notre pays n'est pas en paix, il ne peut pas avoir de liberté d'aller et de venir. Et donc, ils ne doivent pas avoir peur vraiment de dire la vérité, à nos gouvernants. Et c'est en cela que je les invite en cette célébration donc du décès de Monseigneur Isidore de Souza. Sur la même question. Oui, Isidore de Souza, immédiatement, je pense à un prélat qui a inscrit son nom dans l'histoire politique de notre pays à travers la conférence nationale des forces vives de la nation. Et je voudrais en ce moment que nous le méditons et que cela nous amène beaucoup plus à savoir que depuis 90, le Bénin a fait l'option d'aller en démocratie et donc de donner une valeur aux institutions, de garantir l'ordre constitutionnel, et que lorsque nous parlons, nous disons que Monseigneur de Souza est un modèle, il doit être imité, et imiter ce modèle, c'est respecter la Constitution. Et lorsque la Constitution nous dit, voilà que les élections sont pour le 11 avril, et que nous devons suivre le modèle dont nous parlons, nous nous conformons. C'est la Constitution qui a dit que les élections sont pour le 11 avril. Oui, le deuxième dimanche du mois d'avril. La Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution n'a jamais dit ça. Non. La Constitution n'a pas dit que les élections c'est pour le 11 avril. Jamais. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Vous ne lisez même pas. La Constitution n'a jamais dit que les élections c'est pour le 11 avril. Je continue de le dire. C'est pour le deuxième avril. Nous parlions de Monseigneur. Nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Nous allons clôturer sur cette question. Non, nous allons. Vous le ferez hors plateau. Mesdames et messieurs, le duel de ce 14 mars, M. Adoukounou, est désormais terminé. C'est vrai que je devais le préciser. C'était bien hier, l'anniversaire de la mort. Ça faisait exactement 22 ans que Monseigneur Isidore de Souza nous a quittés. C'était le 13 mars 1999 à 64 ans. Donc voilà, nous allons clôturer sur ces messages, sur ces bons souvenirs de ce grand prélat qui a marqué l'histoire politique de notre pays. Qui a vraiment été à la naissance de la démocratie béninoise. Qui a concouru comme beaucoup d'autres. Oui, bien sûr, qui a été, bien sûr. Voilà. Parce que le rôle du général Mathieu Kérékou, c'est lui qui a joué un rôle crucial. Mais il a fallu vraiment que nous puissions avoir ce sage-là pour conduire vraiment cette rencontre au niveau national, voyez-vous. Voilà. Et nous sommes fiers vraiment de ce combat qu'il a pu abattre. Et cette démocratie, nous avons le devoir de pouvoir défendre cette démocratie-là. Et ça doit passer par le respect vraiment. Diarra Moussa joue au prolongation. Que le peuple sur les prolongations. Merci Diarra Moussa. Vous êtes bien habile pour grappiller quelques secondes. Bon, je dois avoir quelques secondes pour conclure. Quand même. Monsieur Adoukounou, le jeu n'est pas. Non, vraiment. Merci à nous, monsieur Adoukounou, pour votre participation au duel de ce matin. Juste après, vous allez suivre l'hebdo des éditorialistes avec les invités de Théodule Moussa. Quant à nous, rendez-vous est pris pour dimanche prochain.